y a un vide aujourd'hui sur l'évaluation de l'impact économique et social de ce type de tourisme. Tout le monde en parle, effectivement. Il y a de bons principes qui sont louables, mais qu'en est-il pour les impacts réels? Alors, donc c'est une réflexion qui est en quelque sorte générique, hein, mais qui peut s'appliquer aussi au cas de Madagascar, comme dans d'autres pays, avec bien entendu une spécification qui est nécessaire quand même à chaque fois. Donc ce matin, moi ce que j'ai retenu, c'est que dans l'ensemble, le tourisme peut générer des impacts dans différents secteurs économiques, bien entendu. Et par exemple, la question a été posée aussi de savoir, de connaître l'organisation pratique de ces impacts. Alors moi, la question que je vais poser d'avance d'entrée de jeu, ça sera à travers quels critères, quel segment d'activité on peut percevoir ces impacts de façon concrète, acteur par acteur en fait. Il ne s'agit pas de donner... le but ici étant de donner des indicateurs, tout simplement, des indicateurs de mesure, à travers quoi on peut percevoir l'impact de ce tourisme auprès des populations les plus favorisées, dont on parle tant, mais qu'en est-il réellement? Alors, je vais pas m'étaler sur le rappel de... Alors, tourisme responsable, ça veut dire aussi tourisme durable, hein. C'est tout à fait la même chose. On retrouve, parce que ce qui est durable est forcément responsable, et sans doute vice-versa. Donc, on retrouve le tourisme communautaire. Michel l'a rappelé ce matin. Il y a l'aspect communautaire, l'aspect participatif, le tourisme équitable, une juste rémunération des prestataires locaux qui caractérisent ce type de tourisme. Donc, hors des questions que des gros tours opérateurs, par exemple, prennent des grosses marges au détriment des prestataires locaux qui font tout le travail derrière. Le tourisme solidaire qui est basé sur une participation finalement du prix que paye le voyageur. Il y a une participation qui est reversée à un fonds de développement qui sert à financer des projets pour les populations les plus défavorisées. L'écotourisme, donc une approche plus liée à la protection de l'environnement. Et il y a par exemple les chantiers éco-volontariat, etc. On peut en citer d'autres formes de tourisme. Tout ça est regroupé dans ce qu'on appelle le tourisme responsable, qui veut aussi dire tourisme durable. Le tourisme durable n'est rien d'autre que l'application des principes du développement durable dans le secteur du tourisme. Donc avec ces trois dimensions, économique, il faut que ça soit rentable, on l'a dit toute la journée. Pour être durable, il faut que ça soit rentable. Première dimension, dimension socio-culturelle aussi, respect des modes de vie des populations locales, éviter de folkloriser les cultures, par exemple, pour conserver les valeurs. Et une troisième dimension qui n'est pas moindre, qui est le respect de l'environnement. Donc durable, ça veut dire ces trois dimensions-là. Alors, quels sont les objectifs du tourisme durable responsable? Si on reprend ces trois dimensions, c'est une meilleure répartition des ressources afin de générer davantage de retombées. Donc on l'a dit, retombées économiques et sociales pour les populations locales, en particulier en milieu rural, vu qu'en milieu rural, c'est là où on trouve les populations les plus défavorisées en général. Une prise en compte et en respect de l'identité socioculturelle, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, des localités visitées. C'est pour ça qu'on est basé sur des groupes en tout cas des petits groupes en général qui respectent cet aspect et une meilleure protection de l'environnement naturel. Donc ça c'est super important aussi. Mais si on passe notre vie à arroser des plantes sans manger, c'est pas durable non plus. Donc moi je vais plus... il faut que la combinaison des trois dimensions. Alors, qu'est-ce qui caractérise en soi une activité de tourisme responsable? C'est que les populations locales occupent une position centrale dans l'activité. On ne peut pas omettre ça. Quand on fait du tourisme responsable et qu'on ne confère pas cette place principale aux populations locales, ce n'est pas non plus du tourisme durable responsable. L'activité de tourisme durable est souvent associée à l'objectif de valorisation d'un territoire. Qui dit valorisation, dit prise en compte également de l'aspect environnemental. Donc on en a parlé aussi ce matin, tout ce qui est tri des déchets, etc. Je pense qu'il y a une charte, par exemple, qui définit tout ça. Une nécessité, ouais, bon, c'est un petit lapsus, nécessité une implication durable et profitable, en tout cas pour les communautés locales. Donc toute stratégie de tourisme durable doit
être basé sur l'implication des populations locales elles-mêmes qui en seront les principaux bénéficiaires. Ça requiert, ce type d'activité, une bonne connaissance du territoire sur tous les plans, en termes de besoins, attentes, bénéfices et bénéfices attendus. Éviter en fait d'avoir une politique de tourisme qui vient d'en haut pour être appliquée d'en bas. On commence par une évaluation des besoins, des attentes, etc., pour ensuite faire découler une politique de tourisme durable pour en espérer une efficacité future. Mais jamais d'en haut jusqu'en bas sans une participation dans l'élaboration des stratégies. Une nécessité aussi, la nécessité d'une organisation locale et opérationnelle particulièrement efficace et une approche multi-acteurs, c'est-à-dire qu'on va essayer d'impliquer tous les acteurs. On le verra tout à l'heure. Bon, ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est un petit schéma qui, en gros, explique dans le schéma classique du tourisme, un relais au nord, une communauté au sud, achat de prestations du nord au sud, rencontres et échanges, information, préparation au voyage. Ça, j'insiste là-dessus parce que même si, par exemple, l'État malgache mène une politique de tourisme durable et qui peut être très efficace, mais les voyageurs qui viennent dans le pays ne sont pas préparés au voyage et donc ne sont pas conscients des enjeux qui les attendent sur place. Donc ça, c'est du travail de l'autre côté de la barrière. Alors, on ne peut pas parler d'évaluation de ce type de tourisme sans parler des parties prenantes. Alors, ce qu'on appelle parties prenantes, c'est tous les acteurs qui interagissent à un moment donné ou à un autre dans ce type d'activité. Donc du législateur jusqu'aux bénéficiaires, bon, c'est dans l'actualité. J'ai entendu parler d'un code de tourisme qui est en refonte ici. C'est des parties prenantes aussi. On ne peut rien faire sans le législateur de vraiment concret. Les autorités locales, bien entendu, une position centrale. Les organisations de la société civile. Les organisations de la société civile, il faut entendre associations, ONG, représentants des populations, etc. Donc tous les niveaux de décision et d'activité sont concernés. Vraiment dans l'élaboration de ce type de politique, stratégie en tout cas, ça serait compromis d'émettre un certain niveau de décision. Alors il faut que la chaîne vraiment soit complète pour que tous les acteurs soient impliqués. Alors, donc, les acteurs du secteur touristique, le commerce, l'agriculture, bien entendu, on pourrait dire les projets agricoles dans le développement, ça n'a rien à voir avec le tourisme. Eh bien non, on le verra plus tard. Par exemple, l'agriculture peut permettre d'alimenter l'activité de restauration dans un pays donné. Les bénéficiaires indirects, effectivement, pour maximiser l'impact. Alors, quand il y a un projet, bien entendu, il y a des bénéficiaires directs. On vise telle couche de population, dans tel milieu, dans tel espace géographique important. Mais par contre, une fois que ces bénéficiaires directs sont atteints, l'impact, en tout cas, est là. Il y a des bénéficiaires indirects aussi qu'il faut, par exemple, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui gagne sa vie et qui fait nourrir une famille, etc. Donc, ces gens-là aussi sont à prendre en compte dans l'élaboration de ces stratégies. Donc vraiment, l'approche avec les parties prenantes dans toute, elle est capitale. Alors comment on peut procéder à une forme d'analyse de ces parties prenantes qu'on vient de citer tout à l'heure? Les questions à se poser, ça serait quels sont leurs centres d'intérêt? Parce qu'en fait, si vous voulez faire quelque chose pour moi, il faudra savoir ce que j'ai besoin. Parce que faire quelque chose sans savoir ce que j'ai besoin, peut-être que finalement, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, quels sont leurs centres d'intérêt? Qu'est-ce qui les intéresse? Dans quoi ils veulent évoluer? Est-ce que l'activité les intéresse et pourquoi? Quand je dis activité, on peut aussi le voir de façon un petit peu plus globale. Est-ce que la stratégie, par exemple, que l'ONTM, le ministère, etc., veut dérouler intéresse ces populations-là, ces gens-là qui sont quand même les acteurs? Donc, c'est des questions à se poser. À quel niveau elles peuvent agir? Parce que seul, on n'arrive à rien, pas à grand-chose en tout cas. J'ai entendu la phrase tout à l'heure, je ne pourrais pas la répéter en malgache, mais l'union fait la force en tout cas. Donc super important ça. À quel niveau nous souhaiterions qu'elles agissent aussi? Parce que dans la définition des stratégies, chaque acteur a son rôle et il ne faut pas tout mélanger. Et chaque acteur a spécifiquement un rôle à jouer.
Quelles actions sont-elles capables d'entreprendre? Cette question, elle est importante aussi. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de savoir finalement quels sont les besoins, par exemple, en renforcement de capacité. Puisque une fois qu'on sait qu'est-ce qui les intéresse et pourquoi, à quel niveau on veut qu'elles agissent, il faut savoir maintenant, est-ce qu'elles sont capables d'agir là où on attend qu'elles agissent? Et ben pour ça, il faudrait savoir aussi si elles en sont capables, et sinon, il y a des solutions comme la formation, renforcement des capacités, la sensibilisation, etc. Comment les informer et les impliquer? L'information est très importante également parce que suivant comment le message passe, ce qu'on veut faire passer peut être perçu d'une façon ou d'une autre, et ça s'adapte en fonction de chaque culture et de chaque contexte géographique, etc. Comment les motiver? Parce qu'on peut répondre à toutes ces questions-là de façon positive sans que la motivation soit là. Toute stratégie de tourisme durable, que ce soit un projet ou à une échelle un petit peu plus grande, plus globale, doit aussi pouvoir se poser ce type de questions. Comment les motiver à rester investis dans ce qu'on veut faire? Comment les mobiliser? Je suis motivé, mais j'y vais pas. Donc ça aussi, c'est une réflexion à avoir. Comment, voilà, c'est des questions importantes à se poser pour analyser chaque catégorie de parties prenantes. On prend les agriculteurs, les commerçants, les employés, etc. Alors, donc, par contre, ici, on a les principales parties prenantes qui sont concernées par l'impact de ce type du tourisme durable. Les entrepreneurs locaux, c'est important parce que l'économie, c'est l'entreprise. S'il n'y a pas d'entreprise au sens entreprendre une activité, s'il n'y a pas d'entreprise, on a beau vouloir développer un pays, un territoire, par le tourisme, il faut quand même passer par l'entrepreneuriat, on va dire, parce que même si c'est associatif, les projets qu'on a vus ici, qui ont été présentés cet après-midi, sont quand même des entreprises, d'une certaine façon, même si elles ont le statut associatif parfois. Alors, le secteur formel comme informel, parce que ça serait quand même dommage aussi d'ignorer le secteur informel. Entreprise, ça ne veut pas dire tout simplement être déclaré avec des statuts à la chambre de commerce. Le vendeur du coin, il a sa petite entreprise, sa petite table, il essaie de gagner sa vie avec, donc c'est le secteur informel. Et la plupart des indicateurs, la plupart du temps, le problème avec les pays en voie de développement, c'est que ces aspects informels ne sont pas pris en compte par les indicateurs de mesure du développement, par exemple. Et si on dit indice de développement humain et de temps, puisqu'on ne peut pas comptabiliser ces activités informelles, parfois le niveau de vie même est sous-évalué voilà. Donc secteur formel comme informel, puisque les deux ont des attentes par rapport aux retombées du tourisme. Les employés, c'est tout ce qui est dans l'hôtellerie, restauration, guidage, etc. Les artisans locaux, on sait bien qu'il y a une connexion entre tourisme et artisanat. Donc les artisans, c'est aussi un acteur important. C'est aussi des acteurs importants qui ont des attentes, des besoins. Il y a des artisans qui sont parmi les populations favorisées aussi, alors qu'elles ont un talent.